Donc peut-être je continue avec mes recherches au Cameroun depuis 1971 parce que ce sont mes recherches principales et on y reviendra sans doute. Donc euh, aussi par mes expériences précédentes, j'étais très intéressé à travailler dans des contextes plus larges, d'insérer une étude de village, une étude locale, dans un contexte de changement, des changements plus larges. À l'époque, on parlait beaucoup de local level politics, c'était très à la mode de dire ça, donc la politique locale comme niveau dans un contexte plus large, et surtout indépendance, l'État-nation, les nouveaux États de l'Afrique, etc. Là, j'ai aussi, vous m'avez demandé l'influence de Ballandier, à Paris, une fois que j'ai décidé de travailler en Afrique francophone, parce que j'avais fait ces études en français en Tunisie, et ça, aux Pays-Bas, on travaillait plutôt dans l'Afrique anglophone, donc je croyais francophone. Et j'avais enseigné aussi, entre-temps, 4 mois au Congo. Mais ça, j'ai pas fait de recherche, mais en 69, oui, là, c'est aussi tout. Non, c'est bon. En tout cas, c'est pour ça que je me suis décidé à travailler dans l'Afrique francophone. Et donc l'idée est d'étudier local level politics. Et donc là, le Cameroun a été très riche d'expériences pour moi. D'abord, évidemment, je devais constater que le gouvernement n'aimait pas du tout qu'on anthropologue européen qui étudiait la politique. Donc là, c'était un premier obstacle, mais peut-être je parlerai surtout de la grande découverte pour moi était je ne voulais pas du tout étudier parenté et sorcellerie parce que je trouvais que c'était des notions un peu anciennes, un peu traditionnelles, l'anthropologie classique traditionnelle et assez exotisante. Et ma grande expérience, une fois, c'est aussi une longue histoire, que j'étais établi au village, que les gens me forçaient plus ou moins à étudier la parenté et aussi la sorcellerie. Que je n'arrivais pas à étudier politique sans étudier parenté. Mais je dois dire que dernièrement, une collègue américaine m'a envoyé un article très ancien de Maurice Bloch de 71. Donc à l'époque, dans la même année que que je commençais à travailler au Cameroun, là j'étais très étonné. Bloch faisait une distinction entre les anthropologues, confondent toujours interview sur les normes avec une observation du terrain. Donc les interviews les études de parenté se basent sur les interviews de normes et ajoutent à ça les observations du terrain, tandis que dans le terrain, il observe une utilisation tactique, il utilise le mot moral meaning. Donc, dans les interviews sur les normes, ils ont le moral meaning des termes, mais dans les observations dans le terrain, il va un usage tactique. Et là, je dois dire que pour moi, c'était une découverte. Donc, ce que je trouvais fascinant, c'est la façon dont les gens travaillaient avec la notion de parenté. Donc, la parenté comme c'est quelque chose de très vivant et très ambigu. Et donc, ça commençait que mon assistant, qui était de notre village, recevait une réception très froide dans le village où j'allais habiter et qui réussissait immédiatement à découvrir que notre
landlady, notre propriétaire, qu'est-ce qu'on dit, la patronne, notre patronne. Le patron, oui. Non, mais il y a bon. La femme de la maison où on habitait était sa tante. Et donc là, j'ai dit, est-ce que tu l'aimes? Ils ne connaissaient pas, mais tous les deux avaient découvert qu'il était sa tante. Et là, il a fait une généalogie pour moi qui était tellement compliquée avec toutes sortes d'assimilations et de double signification des termes, etc. Elle était sa tante et elle était très heureuse d'avoir un lien avec moi par lui, et lui, il était très heureux d'avoir. Donc ça, j'ai trouvé fascinant dans ce qu'ils font avec les notions de parenté. C'est maintenant un thésard qui vient de finir il y a 2 ans, un grec qui travaille par exemple sur les immigrants nigérians en Europe et la façon dont comment il utilise parenté. Donc il montre que la loi moderne, on croit toujours, les anthropologues, on dit aussi qu'il y a une sorte de rétrécissement de la parenté, tandis que c'est précisément les lois d'immigration européenne qui forcent les Nigériens à réinterpréter leur notion de parenté. Donc comme ça, c'est exactement la loi d'État qui encourage la parenté. Donc c'est un peu ça que j'ai trouvé. Et j'étais très frappé que Maurice Bloch, que je trouve assez... il est très polémique toujours, il est brillant, mais il est très sûr de lui-même. Mais il a dit ça en 71 et pour moi, ça c'était une découverte, et le même avec la sorcellerie. Donc très rapidement, je ne pouvais pas étudier la politique nationale, le lien avec la politique nationale, parce que j'étais sur la liste des services de renseignement, etc. L'élite avait peur de parler avec moi, donc je devais commencer à étudier la politique locale. Mais là, les gens disent, les décisions principales sont prises dans la nuit, dans la rencontre des sorciers. Donc il y a un deuxième monde dans la nuit, c'est ce monde qui... Donc là, je devais étudier sorcellerie aussi, mais là aussi, donc mon premier livre sur ça s'appelle, en anglais, mais le titre est très contesté, c'est des gens... Ça fait 97, donc 25 ans après. Mais c'est Modernity of Witchcraft, la modernité de la sorcellerie. Et là, je trouvais aussi fascinant que la sorcellerie, c'est pas du tout traditionnel, mais ça parle de l'avion, ça parle du radio, de la télévision, et là, ça s'articule avec la modernité. Ça parle, c'est une façon de parler là, donc ce lien, je trouvais très intéressant. Le concept de modernité est évidemment aussi très compliqué, mais c'est une sorte de... Ce que je trouvais très intéressant, c'est une sorte de détraditionnalisation de ces notions locales. Les notions locales restent vivantes et sont... et ça, c'est un peu... C'est pourquoi articulation, je trouve, que les choses locales s'articulent dans tous les sens, prennent une nouvelle signification, s'enrichissent et se lient avec des notions importées. Donc c'est pour ça, après le livre que je trouvais fascinant, mais c'est déjà quelque temps après mes recherches de terrain, le début de mes recherches de terrain, mais c'était Michael Tausig. Là, c'est toujours Colonialism in the Wild Man. Est-ce que je dois... Ça, c'est un grand livre. Tausig a fait beaucoup de livres qui deviennent de plus en plus compliqués et abstraits, mais bon, c'est une riche pensée. Qu'est-ce qu'on dit? Un penseur très riche. Oui, il est plein d'idées. Et donc, et là, je trouve par exemple, c'est le même monde. Donc, Colonialisme de Wildman, c'est sur la partie amazonienne de Colombia. Donc, c'est l'Amazon. Donc, il parle des mêmes gens que Viveros de Castro, que Clastres, que
comme un Descola. Et là, c'est un autre monde. Donc pour lui, donc, ce qu'il montre très bien, c'est les images de... Il est initié chez un guérisseur local et ce qui l'intéresse surtout, c'est qu'un guérisseur indien, amérindien, attire tant de clientèle sous les créoles, ou qu'est-ce qu'on dit, les descendants des Espagnols de la montagne, de la haute vallée, qu'est-ce qu'on dit là, haut plateau, du plateau. Et là, donc, il montre que le guérisseur réussit à faire une qu'est-ce qu'on dit, une réflexion, faire une réflexion des peurs des colons eux-mêmes. Donc là, c'est un jeu de... Et là, je trouve fascinant. C'est un livre très, très riche. C'est un livre un peu fou parce qu'il est complètement... Donc il prend le yagé. Donc il est sans cesse en transe. Il écrit aussi comme il est en transe, mais je trouve un très grand livre justement parce que ça réussit à montrer l'ambiguïté, le caractère hybride de ces sessions de guérison et de thérapie. Donc je suis très impressionné par ce livre. Donc, un des côtés, c'est l'importance d'une initiation, mais peut-être on laisse Tausig est allé très loin à se faire initier. Et, donc, c'est un thème très très compliqué, mais il insiste qu'on se doit... il ne veut pas du tout confronter la question de la réalité de ces images, donc il dit qu'il faut se laisser entraîner. Et là, je trouve aussi qu'il sort de tous les disques. Donc, Yves Pritchett était très intéressé par les images de Azande, mais il dit carrément que a witch does not exist, une sorcière n'existe pas. Donc, il prend une position de réalité. Tausig est beaucoup plus ouverte dans ce sens, mais ça pose problème, évidemment. On se laisse entraîner jusqu'à quel point. Et, donc, là, mais en tout cas, je trouvais une discussion très, très riche. Pour vous? Pour vous-même? Oui. Oui, mais aussi parce que à cette époque, j'avais déjà publié sur... Non, pas tellement, c'est vrai. Après, je suis vraiment commencé à publier sur la sorcellerie et ça a été une sorte de succès. Royalties, ça a apporté beaucoup de royalties. Donc, ça se vend, disons, ça se vend. Mais ces recherches de terrain étaient aussi dans ce sens par rapport avec, par exemple, les discussions actuelles sur décolonisation. D'une part, ça montre comment l'anthropologie à cette époque était toujours coloniale, dans ce sens, parce que je viens d'écrire, je ne sais pas pourquoi, sur les recherches de terrain, la façon d'assumer les recherches de terrain. Et moi, j'étais par exemple j'avais lu la façon donc John Beatty, qui était mon prédécesseur à Leiden plus tard. À l'époque, il était à Leiden pour le chaire de l'anthropologie de l'Afrique. Comment il organisait ses recherches de terrain, il décrit qu'il passait de village à village avec une caisse de savon, qu'est-ce qu'on dit, une soap. Il mettait sa caisse et puis se posait sur sa caisse et leur expliquait qu'est-ce qu'il voulait faire. Et là, si les villageois étaient d'accord, il pesait leur réaction pour voir si c'était un bon village pour travailler. Et ça, il l'écrit dans les années 60 encore.
Tandis que mon expérience était tellement différente. Je ne pouvais pas circuler sans une petite note du sous-préfet. Et pour avoir une note du sous-préfet, je devais passer toute la hiérarchie pour avoir une autorisation pour le chef. Partout où j'arrivais, le chef, est-ce que vous avez une note du sous-préfet? Là, souvent, il ne pouvait pas lire, mais tout de même. Et là aussi, finalement, j'avais l'idée qu'un tel village serait intéressant parce qu'il y avait beaucoup évolué, comme on disait. Il y a eu une école de la mission presbytérienne américaine dans les années 30, donc il y avait des cadres assez bien instruits. Et donc là, je demandais si je pouvais venir habiter dans son village. Il disait non, 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 c'est pas moi qui décide. Tous les villageois, il faut arriver avec une domjan de 20 litres d'eau, deux domjans, 40 litres de vin de palme. Et donc je revenais la journée après, tout le monde commençait à boire d'abord, donc tout le monde était sous, donc il y avait tout. C'était assez comique, mais donc, il commençait immédiatement je logeais chez des missionnaires hollandais dans un village voisin que je devais quitter chez les colons. Je ne pouvais pas habiter chez les colons, donc il était très agressif et qu'il fallait recruter des gens, des garçons du village pour travailler pour moi, etc., etc. Donc là, bon, après tout, je pouvais habiter, mais lui, il déciderait où je devais habiter. Donc là, c'était tellement différent du scène de Beatty et de Beatty. Et donc, ce qui est frappant, c'est que Beatty, dans les années 60, ne se réalisait pas à quelle mesure l'autorité coloniale était derrière lui, parce qu'il pouvait poser sa caisse de savon comme ça et il ne serait pas. Tandis que si moi j'avais fait ça, il y aurait eu les gendarmes ou une sorte de ça dérange ou non? Okay. Donc, d'une part, donc c'est seulement à cette époque, Taylor Asset, Anthropology and Colonial Encounters, ça date de 71, je crois, du même temps, mais ça c'était un livre très... Et il y avait j'ai oublié son nom, le clerc, l'anthropologie, en français, l'anthropologie et le colonialisme. C'était quelqu'un qui enseignait en Algérie, je crois. Mais je peux vérifier, j'aurais dû vérifier. Mais à cette époque, il y avait ces deux livres, c'était vraiment un débat sur, un début du débat sur l'anthropologie comme discipline coloniale. Et c'était c'était vraiment le bienvenu. Mais donc je suis complètement d'accord qu'il faut continuer à décoloniser l'anthropologie. C'est une bataille qui se terminera jamais parce qu'il y a les racines coloniales. D'autre part, moi c'est dans ce sens aussi que je trouve hybridisation, c'est vraiment important, ce que les racines, même si les racines sont coloniales, on peut... il y a une bataille continue qui fait ça que l'anthropologie change aussi. Et ce que je trouve aussi dans cette discussion, c'est l'image de pouvoir, c'est très plat. Je veux dire, après Foucault, on a commencé que le pouvoir est quelque chose qui est partout, qui vient de tous les côtés. Et donc, j'ai 10 ans travaillé comme éditeur de ethnographie et donc on a toujours eu, on est inondé par la marée de self-reflection. Donc tous les anthropologues sont maintenant self-reflective, donc autoréflexion. Donc et là, souvent, je trouve très, très étonnant, donc tout le monde est d'accord que l'anthropologue a une position de pouvoir, et je me demande, est-ce qu'ils ont oublié leur propre recherche de terrain, parce que pour moi, mes recherches de terrain, moi, je n'étais pas du tout au pouvoir. Donc, certainement, il y a des différentes phases, et donc,
dès qu'on commence à écrire, mais même là, j'ai eu des réactions assez fortes. Bon, on n'a plus le monopole de pouvoir ici. Les gens, donc c'est pour ça que je commence pas, je comprends pas. Je suis jaloux de Viviers de Castro qui n'a pas eu une réponse. On s'attendait à une réponse assez pas vraie de ce côté. Donc, mais surtout dans les recherches de terrain, on n'est pas du tout au pouvoir. C'est dès que donc l'indépendance a signifié quelque chose en Afrique en ce sens. On est toujours, par exemple, le sous-préfet continuait à me donner des petites missions qui étaient très embarrassantes. À l'époque, il y avait des missionnaires Baha'i sur la piste, qui sont partout en Afrique. Et donc, il voulait que je fasse un petit rapport pour lui quel villageois attendait ses réunions. C'était un travail de police. Et je ne pouvais pas dire non, parce que là, il me dirait que je dépendais de lui et que il pouvait alerter le service de renseignement qui était un risque réel. Donc, et mes expériences ne sont pas du tout spéciales à cet égard. Tous les anthropologues maintenant doivent. Bon, il faut vraiment respecter les villageois, il faut être de bonne entente si les villageois peuvent. Donc, dans ce sens, le pouvoir est compliqué, donc ça vaut la peine. Donc je crois que, peut-être oui, il faut terminer ce fil-là, je crois que décoloniser c'est très important, mais c'est important d'aller dans plus de détails sur les circonstances quotidiennes de pouvoir et le changement à cet égard. Et je crois que ces discussions, ce qui compte, c'est que les universités restent, le staff des universités reste blanche. Donc, blanche, le staff reste blanc. Donc, c'est ça qui compte. Donc, les conceptions sont très importantes et c'est très important d'avoir des perspectives africaines, mais on les a. Moi, j'ai toujours travaillé avec des thésards africains, bon, toujours, depuis que j'avais le droit de superviser, depuis les 90. Donc, et je dois souligner que pour moi, par exemple, j'ai eu une dizaine plus, je crois 15 de thésards africains qui viennent du Cameroun ou même du Mozambique, du Sénégal. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Donc c'est dans ce sens, c'est très très important. Mais ce qui va beaucoup trop lentement, d'abord je dois dire aussi souligner, il y a une différence entre les diasporas et les gens qui viennent. Donc un des problèmes, bon, en tout cas, je crois, c'est là un point très très important pour la décolonisation. À quelle mesure c'est sur emploi et sur position. À quelle mesure c'est sur plus perspectives différentes et c'est très enrichissant, mais si les Africains n'arrivent pas à se fixer dans la hiérarchie anthropologue mondiale, c'est ça qui compte.